Ce n'est pas le soleil que les boat people viennent chercher en Australie, mais la liberté. Des Afghans, des Irakiens, des Birmans, des Sri Lankais. Ces 2 dernières années, 4600 immigrants illégaux ont obtenu l'asile sur le sol australien, sans compter ceux qui ne sont jamais arrivés, qui ont disparu en mer. Ce chiffre n'est pas énorme et pourtant, le gouvernement australien a déployé les grands moyens pour éviter l'arrivée de nouveaux bateaux de clandestins. Il a notamment payé l'Indonésie pour faire le sale boulot, c'est-à-dire intercepter les bateaux en mer. Mais que deviennent les boat people qui sont à bord et ceux qui ont réussi la traversée? Fanou Filali et François Reinhardt retracent le parcours de ces demandeurs d'asile entre l'Australie et l'Indonésie. La journée a été chaude à Cottesloe, très chaude, et la baignade est de rigueur. Pour les habitants de cette banlieue de Perth, sur la côte ouest de l'Australie, les fins de journée en bord de mer n'ont rien d'extraordinaire. Mais Sam n'est pas de cela. Cela fait tout juste un mois que ce jeune Tamoul, persécuté au Sri Lanka, a obtenu son visa de réfugié politique en Australie. Il fait partie des 2726 boat people arrivés l'année dernière. Son périple en bateau fut un véritable cauchemar. Nous n'avons rien mangé pendant 8 jours et pas bu une goutte d'eau pendant 4 jours. Les derniers temps, je manquais tellement d'énergie que je ne faisais que dormir. Et quand j'étais éveillé, je passais mon temps à vomir. En même temps, ici, ça me rappelle quand j'étais sur le bateau. J'ai eu très peur. Je regardais la mer et c'était effrayant. Je me demandais ce qu'allait devenir ma vie. Visa en poche, Sam peut désormais envisager l'avenir sans trembler. Il est sorti d'affaires. La politique d'immigration de l'Australie est stricte et les boat people mal vus. Malgré leur nombre modeste, 76% des Australiens déclarent en être inquiets. Dissuader les demandeurs d'asile de rejoindre l'Australie est un enjeu électoral majeur. Et les mesures mises en place pour y arriver sont impressionnantes. Soucieuse de repousser le problème hors de ses eaux territoriales, l'Australie se tourne vers l'Indonésie. Elle compte désormais sur sa voisine pour intercepter les bateaux à temps. C'est la solution dite indonésienne, une solution qui n'est pas sans problème. À Merak, au nord-ouest de Java en Indonésie, les difficultés font déjà surface. Merak est une ville de transit où l'on ne s'attarde pas. Un seul bateau déroge à la règle, le Jaya Lestari. À bord, 250 passagers, bloqués à quai dans la plus grande discrétion. Ce sont les premières victimes de la solution indonésienne. Ce bateau en partance pour l'Australie a été intercepté en octobre dernier par la marine indonésienne sur un appel personnel du Premier ministre australien Kevin Rudd. Escortés jusqu'à Merak, les passagers refusent de débarquer. Ils souhaitent obtenir la protection de l'Australie. Rester en Indonésie n'est pas une option. Ici, on n'y reconnaît pas le statut de réfugié dicté par la Convention de Genève et l'État n'a aucune obligation de protection vis-à-vis d'eux. C'est l'impasse. Le Jaya Lestari est devenu sujet d'embarras pour les autorités indonésiennes et l'accès au navire nous est interdit. Nous attendons la nuit pour essayer de nous en approcher discrètement. On est juste à côté. On va tenter le coup, on verra bien. Notre contact à bord du Jaya Lestari nous guide par téléphone, la voie est libre, mais le niveau de sécurité autour du bateau est trop élevé et le pêcheur qui nous accompagne prend peur. Il refuse d'aller plus loin. Je ne pense pas pouvoir m'approcher davantage du bateau. En pleine nuit, avec des étrangers en plus, c'est pas une bonne idée. J'ai pas envie d'avoir de problème. Si on reste là, ça va. Mais il ne faut pas s'approcher plus.
Et puis, ça peut paraître suspect de naviguer de nuit. Il vaut mieux rester ici. Il y a énormément de sécurité autour du bateau. La marine, la police, même en plein jour, quand des bateaux comme le mien s'approchent trop, ils nous demandent de dégager. Impossible pour nous de monter sur le bateau. Notre contact nous propose de nous faire passer des images tournées à bord par l'un des demandeurs d'asile. Ces images, les voici. Filmées à l'aide d'une caméra précieusement conservée à bord, les demandeurs d'asile documentent leur existence au quotidien. La carte postale est loin d'être idyllique. Bonjour mes amis, je m'appelle Brinta. Ici nous sommes dans le port de Merak, en Indonésie. Là c'est notre bateau. Vous voyez comme il remue? Ça fait des jours et des jours qu'il bouge comme ça. Et là, il y a des gens qui vivent sous ces tentes. Tous les réfugiés disent qu'ils cherchent un meilleur avenir. Ils ne peuvent pas rentrer au Sri Lanka. S'ils rentrent au Sri Lanka, c'est sûr, ils risquent de mourir. Les conditions de vie à bord sont rudes. Près de 250 personnes se partagent un espace prévu pour 50. À bord du bateau, des hommes, des femmes, mais aussi une trentaine d'enfants qui s'accommodent tant bien que mal de la situation. Là, c'est la salle de bain pour femmes. Il n'y a qu'une seule salle de bain à bord, et en dehors d'un repas, toujours le même, servi 3 fois par jour, l'assistance est minimale. Quant à l'eau, 3000 litres sont livrés par jour, c'est-à-dire 12 litres seulement par personne, pour se laver, cuisiner et boire. La situation est particulièrement contraignante pour Manju, mère d'une petite fille de 2 ans et enceinte du second. À vrai dire, je suis très inquiète pour mon bébé. Je ne veux pas qu'il naisse ici. Je ne peux pas imaginer que mon bébé naisse dans ces conditions. Nous souffrons énormément de cette situation. Personne ne s'intéresse à notre sort. Aucun pays ne veut de nous. Nous sommes là sur ce bateau, complètement démunis. Et je suis balancée en permanence dans le bateau. On n'a pas de médicaments, rien et personne ne s'occupe de nous. Rien n'est fait pour nous. Est-ce qu'il va falloir que l'on crève sur ce bateau? S'il vous plaît, aidez-nous à nous sortir de là. Cette autre mère s'inquiète de l'état de santé de sa petite fille, Madou. Cela fait alors 1 mois qu'elle est malade. C'est ma fille, elle est très malade. Elle a des diarrhées et beaucoup de fièvre. Elle ne dort pas à cause de ça. Je crois qu'elle a pris froid. Nous leur demandons de nous aider, mais ils ne nous donnent même pas de lait en poudre ni rien. Et je ne peux pas l'allaiter parce que moi non plus, je n'ai rien à manger. Elle est brûlante, regardez sa tête. Elle a une énorme fièvre. La petite Madou s'en est sortie. Le jour de ses 1 an, elle faisait ses premiers pas. Peu de temps après, la mort frappait le bateau. Le 23 décembre dernier, le jeune Jacob décédait à Merak, âgé de 29 ans. Sa mort fut lente et douloureuse. Ces images ont été tournées à l'hôpital de Merak sur le téléphone portable d'un ami de Jacob. On le voit mort sur un brancard. Les médecins préparent son corps. D'après ce témoin, la mort de Jacob aurait pu être évitée. L'ambulance est arrivée beaucoup trop tard. Les gens de l'OIM s'en fichent, c'est pour ça que Jacob est mort. C'est la vérité. Vous pouvez demander à tous les autres, ils vous diront tous la même chose. L'OIM, ou l'Organisation internationale pour les migrations, est un organisme intergouvernemental qui, à Merak, est en charge de porter assistance aux 250 personnes à bord du Jaya Lestari. D'après les témoins, il aurait fallu plus de 24 heures pour que les appels au secours de Jacob soient entendus par l'OIM, pourtant présent au port. Lorsque l'ambulance arrive enfin, Jacob a vomi du sang, il ne tient plus debout. Une fois admis, il subit un examen de routine, puis à la nuit tombée, se voit renvoyé sur le bateau. Très vite, son état s'aggrave. On appelle une ambulance, mais il est déjà trop tard.
D'après les témoins, Jacob serait mort en route. Aucune autopsie n'a été conduite sur le corps. Officiellement, Jacob serait mort d'un arrêt cardiaque. De son côté, l'OIM nie toute responsabilité dans le décès de Jacob. Sans autopsie, il est impossible de déterminer la cause exacte du décès ou de connaître les facteurs qui ont contribué à sa mort, ni de savoir s'il ne serait pas mort des mêmes causes ailleurs qu'à Merak. L'OIM est financé en partie par le gouvernement australien. Nous retrouvons le ministre australien de l'immigration, Chris Evans, lors d'une visite éclair à Sydney. S'il y a des inquiétudes à propos de la réponse de l'OIM, les gens devraient plutôt se tourner vers les autorités appropriées en Indonésie. Comme beaucoup d'autres pays, nous mandatons l'OIM pour certaines activités. Mais ce qui se déroule avec le bateau à Merak ne concerne pas le gouvernement australien. Pour Chris Evans, la situation est claire. Le Jaya Lestari est désormais l'affaire des Indonésiens. Nous n'avons pas de responsabilité morale lorsqu'un autre pays intercepte des demandeurs d'asile sur son territoire. Sauf qu'il y a eu cet appel de l'Australie vers l'Indonésie. Oui, mais nos services de renseignement échangent des informations avec l'Indonésie, la Malaisie et tous les pays de la zone pour enrayer le trafic des boat people. À Jakarta, les perspectives diffèrent. Helmi Fauzi est député au Parlement indonésien et membre du comité chargé de la défense et des affaires étrangères. D'après lui, la solution indonésienne ne fait pas l'unanimité parmi les élus. D'après nous, l'Australie a décidé de rester tranquille et ne veut pas partager ce fardeau. Je pense que ce problème repose trop sur les épaules de l'Indonésie et l'Australie devrait prendre sa part de responsabilité. Car la principale destination de ces réfugiés, c'est l'Australie. C'est là qu'ils veulent se rendre. Ils ne souhaitent pas rester en Indonésie. Et pour cause. Ceux d'entre eux qui ont quitté le Jaya Lestari et s'en sont remis aux autorités indonésiennes ont terminé ici, enfermés dans un centre d'immigration de Jakarta. Nous décidons de leur rendre visite. Les journalistes ne sont pas les bienvenus, mais notre caméra tient dans la poche et nous passons le barrage de sécurité. Nous retrouvons 2 des détenus, l'atmosphère est tendue, les officiers d'immigration sont juste à côté. À travers un interprète, nous comprenons l'essentiel. Ils sont 11, ils dorment par terre. En fait, ils partagent les toilettes. Et est-ce qu'ils voulaient sortir, faire de l'exercice? Rien. J'ai décidé de quitter le bateau parce que je pensais qu'on ferait quelque chose pour nous. Mais si vous voulez quoi que ce soit, il faut coopérer avec le gouvernement. Coopérer à un prix. À leur descente du bateau, on leur avait promis assistance et hébergement décent. Voilà près de 5 mois qu'ils sont enfermés dans cette cellule, accrochés à l'espoir de pouvoir un jour rejoindre l'Australie. La terre promise, la voici. La bien nommée Christmas Island ou île de Noël. Ce territoire australien est très proche de l'Indonésie. Située à 140 km seulement de Jakarta, l'île est la cible des boat people. Ici, ils peuvent enfin obtenir la protection de l'État. Depuis le début de l'année, les bateaux arrivent à une cadence de 2 par semaine. La solution indonésienne n'est semble-t-il pas tout à fait au point. Aujourd'hui, un nouveau bateau a été intercepté, ils sont 50 à bord. La douane australienne les escorte vers la terre ferme. Sur la jetée, tout est prévu. Police, douane et officiers d'immigration s'affairent. Les autocars attendent les passagers. Direction le centre de rétention de l'île, où ils resteront enfermés plusieurs mois, en attendant que leur demande d'asile soit examinée. Au final, 90% des boat people obtiendront le statut de réfugiés. Depuis la colline voisine, le père Jim regarde ce balai familier, portable à l'oreille. Le père Jim partage son temps entre église et centre de rétention, où il dit régulièrement la messe.
Le choix du lieu de notre rendez-vous n'est pas anodin. Alors que les nouveaux arrivants débarquent sur la jetée, le père Jim veut se souvenir de ceux qui ont péri en chemin. Pour moi, c'est toujours très émouvant de venir ici et de voir ce mémorial. Un simple rocher à la mémoire des naufragés, quelques galets portant le nom des hommes, femmes et enfants noyés au large de l'île. Une tragédie trop courante. Ce voyage en mer est terriblement risqué. J'ai entendu dire qu'un bateau avait disparu. Je n'ai pas vraiment la confirmation, mais il est parti en octobre l'an dernier. Et personne ne l'a revu. Alors combien de bateaux sont au fond des mers, nous n'en savons rien. Le père Jim est contre la détention systématique des demandeurs d'asile, mais il joue le jeu des autorités avec en tête l'intérêt des détenus. Il sait qu'après l'euphorie du débarquement, ils auront besoin de son aide. Derrière les barbelés, la foi est souvent tout ce qui leur reste. Nous allons vers le principal centre de rétention de Christmas Island. C'est le centre de haute sécurité? Oui, c'est celui-ci. Il a été construit par le précédent gouvernement. Nous nous trouvons à l'extrémité nord-ouest de Christmas Island. Nous voyons d'ici une petite section du plus vaste centre de l'île. Cette section est communément appelée Tent City ou ville de tente. Elle a été montée en quelques jours pour répondre au nombre croissant de nouveaux arrivants. Plus loin là-bas au fond, il y a une extension qui permet d'accueillir 600 réfugiés. Ils l'appellent Lilac Compound. Il est entièrement conçu avec des préfabriqués. C'est comme des containers avec des fenêtres. Le centre est plein à craquer. Prévu pour 800, il accueille désormais presque le double de détenus. Ici, on les appelle des clients. C'est leur nom officiel. Des clients sous surveillance. Tout autour, des caméras de sécurité suivent de près ce qui se passe. Des senseurs à micro-ondes sont installés à travers le camp. Et moins discrets, des barbelés. Quant aux causeurs de troubles, ils sont placés en cellules d'isolement ou secteur rouge, coupés de toute communication avec l'extérieur. Le centre a été délibérément construit le plus loin possible du village. Mais son influence sur l'île se fait sentir partout. C'est l'heure de la bière ou beer o'clock, une tradition bien respectée à Christmas Island. Les locaux viennent se désaltérer au pub après une journée caniculaire. Quelques verres plus tard, les langues se délient. Personne ici ne voit le centre de rétention d'un bon œil. Depuis l'arrivée en masse des employés du centre, se loger est devenu impossible. Au rond-point un peu plus bas, quelqu'un a placardé une affiche demandant « S'il vous plaît, aidez-nous. Nous avons été expulsés de notre maison. » Il n'y a pas de logement disponible sur l'île. Je suis obligé de louer juste une chambre chez quelqu'un. Il y a désormais sur l'île davantage de demandeurs d'asile qu'il n'y a d'habitants. Et les locaux se sentent mis à l'index. L'île ne peut pas se permettre d'accueillir plus de monde. Nous sommes à 2 doigts de la rupture et je pense honnêtement qu'il ne va pas tarder à y avoir un sérieux incident. Des émeutes et je ne sais quoi dans le centre de rétention. Et l'île ne pourra pas résister, il n'y a pas assez de monde pour se charger de ça. Des émeutes ont déjà éclaté au centre de rétention. Fatigués d'attendre, les détenus ont les nerfs à vif et le moral à zéro. La tension est telle que pour les calmer, les infirmières leur distribuent des anxiolytiques, quelquefois sans ordonnance. À Perth, Sam jouit de sa liberté retrouvée. Les 6 mois passés à Christmas Island ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Il veut oublier les heures à tuer, les amis dépressifs, l'angoisse de se faire déporter, les gardes, bons et mauvais. C'est du jour de sa sortie qu'il aime se souvenir le plus. Ils ont mis mon nom sur une liste. Ils m'ont dit « Vous avez rendez-vous avec l'immigration à 14h30 ».
Alors je n'ai pas voulu aller manger, car je savais que c'était une bonne nouvelle. Ils avaient écrit « bonne nouvelle ». La première chose que j'ai faite, c'est prier Dieu. Ensuite, j'ai appelé ma famille et j'ai parlé à ma mère. Parce que, vous savez, j'aime ma mère. Je lui ai dit que j'avais obtenu le visa et après, je l'ai dit à mes amis. Ça, c'est la bague de ma mère. Quand j'ai quitté mon pays, il y a 3 ans et demi, j'ai serré ma mère dans mes bras et elle m'a donné cette bague. Et depuis, je la porte pour me souvenir d'elle. Loin des siens restés au Sri Lanka, Sam se refait doucement une vie. Avec l'assistance du gouvernement australien, il a trouvé où se loger dans une banlieue modeste de Perth. Voici la cuisine, le frigo et tous les ustensiles de cuisine, couteaux, assiettes. Tout est fourni par le gouvernement australien. Chaque réfugié reçoit du gouvernement de quoi s'installer, quelques meubles, un réfrigérateur, de la vaisselle, une télévision et un peu d'argent, 500 € par mois jusqu'au premier emploi. Sam a déjà répondu à plusieurs annonces. Il n'est pas difficile. En ce moment, je prends tout ce qui se présente. Ce sera le premier emploi pour moi et j'ai besoin d'expérience en Australie, alors je prends n'importe quel job. À ce jour, Sam n'a toujours pas trouvé de travail, mais il ne désespère pas. Le plus précieux, il l'a déjà. Voici mon visa de résident permanent, sous classe 866. Dans 3 ans, je pourrai demander la citoyenneté australienne. Pour Sam, c'est la fin du voyage. Pour les passagers du Jaya Lestari, la route est encore longue. யாரும் இல்லா ஊருக்குள்ளே தெய்வம் தேரில் வருமா அட யாரும் இல்லா